Salut tout le monde, bienvenue dans A priori. On l'a très vite cataloguée comme bimbo, reine de beauté, star de télé-réalité. Mais en fait, l'ancienne Miss France, Nathalie Marquet-Pernot, elle est tout sauf ça. On parle aujourd'hui de sa relation d'amour avec Jean-Pierre Pernaut, ex-star du JT français. Et on parlera aussi de sa relation avec les morts. Car oui, Nathalie a un sixième sens. Bienvenue dans A priori. Bonjour Nathalie. Bonjour. Je suis très heureuse de te recevoir. Je vais pas refaire la petite intro que je t'ai fait en off. D'accord. Je te disais si, ça m'a bien plu. Oui, c'est vrai que c'était pas mal. Hein. Oui. Tu aimes recevoir des roses comme ça, des compliments. Oui, ça fait du bien, mais bien sûr, faudrait être idiote de pas les aimer. c'est vrai. T'as Surtout tout à fait venant raison. d'une jolie femme. Donc, ça me fait très plaisir. Oui, vraiment. Mais dites donc, c'est le podcast des compliments. Ouais, aussi. allez. On adore. Une fois n'est pas coutume. Ça fait du bien. Non, alors, bon, je vais quand même redire certaines choses dites ultérieurement en off, parce que je crois que c'est important aussi pour qu'on comprenne pourquoi je t'ai invitée. Bon, déjà, parce qu'il y a ce livre, Méfiez-vous des morts. C'est ton quantième livre? Alors, ça, c'est mon premier roman, mais sinon, c'est mon sixième livre. Oui. Très bien. Roman, largement inspiré aussi de... Il y a des clins d'œil à ma vie personnelle. Oui, tout à fait. On reconnaît un petit peu les personnages, et puis en un coup, on les reconnaît plus. Donc, c'est bien, tu as déjoué la réalité. Oui. On va y revenir. Moi, t'étais une personnalité qui me fascinait vachement parce que j'avais un peu une idée de toi. D'accord. Des a priori, probablement. Toujours, comme d'habitude. Voilà, je voyais plus ou moins qui tu étais, la femme de Jean-Pierre Pernaut, qu'on admire beaucoup d'ici aussi, depuis la Belgique. Et puis, tu as fait plein d'apparitions dans des séries. On te voyait un peu partout, en fait. Et je me disais, soit cette nana est boulimique de travail, soit elle est boulimique de notoriété et de popularité. Non, c'est de travail. Ah ouais, maintenant je le sais. Toujours, voilà. Mais il faut du temps. Ouais, c'est pas grave. Donc, il y aura pas mal de sujets à aborder. Moi, j'aimerais beaucoup parler de beauté avec toi. Ouais. Parce que je sais que tu es une ancienne Miss France. Il y a longtemps. Voilà, c'est ça. Et donc, tu as été plongée aussi dans cet univers de la beauté, de l'apparence. Très vite, tu as été soumise en fait au projecteur, alors que toi, j'ai l'impression que la Martinique, ça te plaisait bien finalement d'être énormément. Ça te manque parfois d'être un peu loin des projecteurs? Pendant une période, de loin des projecteurs. Des projecteurs ou loin de. Ah non, ça me manquait, ça m'a jamais manqué. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire ce que j'aime. Ouais. Donc, que ce soit devant les projecteurs ou pas devant les projecteurs, je m'en fous, mais il faut que je fasse ce que j'aime. Et ça, c'est primordial pour la vie. Il faut profiter. On n'a qu'une seule vie. Donc, si on a des a priori, c'est pas bon. Et puis, il faut s'en foutre de ce que les gens pensent. Moi, est-ce que ça plaise ou pas, je fais ce que j'ai envie. Et j'ai mis du temps à avoir cette philosophie. Et maintenant que j'approche de la soixantaine, je me dis, c'est bon. C'est le temps de faire ce qu'on aime. Voilà. Mais t'as toujours fait ce que t'aimais. Oui, toujours. Oui. J'ai toujours eu cette chance. T'as un caractère qui... bien trempé. Ah oui, il faut me supporter. Faut. Je suis très gentille, mais j'ai mon caractère, je suis très têtue. Et ça m'a aidé beaucoup dans la vie. Ça m'a aidé à vaincre ma maladie. On me donnait un mois à vivre d'une leucémie. Donc, si j'étais pas une battante, je serais plus là. Voilà, grâce à ça aussi, j'ai eu aussi mes enfants, parce qu'on m'a dit que je pouvais pas avoir d'enfants, fallait que je fasse la greffe de moelle. J'ai refusé, les médecins, j'ai refusé de faire la greffe de moelle pour avoir mes enfants et pour rencontrer mon prince charmant, ce qui s'est passé. Donc voilà. Jean-Pierre Pernaut. Hein. Exactement, mon prince charmant. Ouais. Et donc voilà, si j'étais pas une battante, j'aurais pas eu tout ce que j'avais eu envie de faire, quoi. Après, Miss France, c'est mon père qui m'a forcé à me présenter. Ouais. Moi, je ne voulais pas du tout me présenter à Miss France. Je disais que c'était ringard. Moi, j'étais plutôt garçon manqué et tout ça. Je voyais mal aller défiler, me maquiller. C'était en 87, hein, c'est ça. Là, c'était en 86 pour Miss Alsace. Oui, c'est ça. Et j'ai entendu que Miss France, c'était la première retransmission télévisée. Tout à fait. C'est un truc de fou. Alors justement, donc je savais pas quoi m'attendre non plus. Ouais. Je ne connaissais rien. Donc quand tu vois mes premières apparitions, bonjour, je m'appelle Nathalie Marquet. Oui. Alors je suis du signe du Poisson. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Oui, la paix dans le monde. Ah oui, voilà. Tu l'as dit celle-là ou pas? Non, je l'ai pas dit, mais j'aurais pu. Mais voilà. Ah oui. Ah oui. Enfin, ça faisait sois belle et tais-toi, quoi. Et c'est parce qu'on te le demandait ou parce que c'était tellement impressionnant? Non, mais c'était impressionnant. Moi, je connaissais pas. J'avais jamais quitté ma province. J'étais, en plus, mes parents ne savaient plus quoi faire avec moi. J'étais un âne à l'école. Bientôt, j'aurais dû avoir double bonnet. Je ne supportais pas l'épreuve. Je ne supportais rien. Un peu insupportable étant petite, mais je savais qu'il se passerait un bon truc pour moi dans le futur. Je savais que j'avais pas besoin de
d'apprendre. Alors c'est idiot, hein. Moi après avec mes enfants, j'étais comme une furie, hein. Fallait qu'ils soient dans les 3 premiers, hein. C'est ce qui s'est passé. Ouais. Donc j'ai dit il faut avoir ses examens, il faut bosser, il faut bien savoir parler en anglais. Ils ont tout, hein. Ils ont tous les bagages. Mais ta fille a souhaité arrêter l'UNIF, non? L'architecture, elle a arrêté aussi. Ah, encore un petit clin d'œil. Oui, elle a arrêté. Il y a même aussi des clins d'œil que je ne soupçonnais pas. Plein de petits clins d'œil. Il y en a plein qui sont sournois que vous pouvez pas savoir. Ah oui, aussi. quand je parle de clin d'œil, pour ceux qui n'ont pas l'image, j'ai montré le livre, puisqu'on rappelle que tu viens aussi présenter ton livre. Donc il y avait Miss France, ça on reviendra sur le chapitre beauté. Avant même de recevoir ce livre, avant même de savoir de quoi parlait le livre, on m'a dit « Est-ce que tu aimerais recevoir Nathalie dans ton podcast ?» Bien sûr, la réponse est oui. On avait tout de suite toute une série de thématiques qu'on avait envie de te présenter. Et je me suis dit, je vais commencer ce podcast en posant une question à Nathalie. Et peu importe si le livre est lié ou pas, j'ai pas envie de parler tout de suite du livre, je veux lui poser cette question. Et puis je lis ce livre et je me dis, mais c'est complètement dans la thématique. Moi, j'ai très envie de te demander, parce que c'est un sujet que tu abordes en filigrane dans beaucoup d'interviews, mais jamais en profondeur. Est-ce que tu as un 6e sens ? Je pense que si je suis là, oui. Si j'ai réussi à survivre à ma maladie, oui, bien sûr que j'ai un 6e sens. Ah oui, complètement. Puis je fais beaucoup de rêves prémonitoires. Oui. Donc, bien sûr que je l'ai. Mais parce que tu sais, dans les interviews, tu dis beaucoup, voilà, je fais des rêves prémonitoires. Et les journalistes disent, ah ben oui, voilà, on sait, maintenant on connaît. Ouais. Et on va jamais vraiment dans le cœur. Alors peut-être que c'est parce qu'il n'y a pas vraiment de cœur, que c'est juste une intuition. Mais comment tu définirais ton 6e sens, ton intuition ? Mon 6e sens, c'est avec ces rêves prémonitoires. Moi, j'ai toujours pris dans les bonnes directions. J'ai toujours eu raison de ce que j'ai ressenti. Par exemple, comme je vous dis, ça a démarré avec ma maladie. Les médecins me donnaient pas un mois à vivre. J'ai dit, c'est bon, je vais quand même me battre, je veux pas mourir. Après, on m'a dit, j'étais obligée de faire cette greffe de moelle, sinon je mourrais. Mais si je faisais cette greffe de moelle, je ne pouvais pas avoir d'enfants. Mais je dis, mais hors de question. Moi, je veux avoir des enfants, sinon je ne serais pas une femme. Et pour moi, c'est primordial. Si vous me faites la greffe de moelle, je vais mourir, je vais crever, quoi. Donc, non. Et pour moi, les médecins n'ont pas la science infuse. Et moi, je savais au fond de moi, il y avait quelque chose qui me dit, ne les écoute pas, fais-toi confiance. Et j'avais tout le monde contre moi, ma famille, ce qui est normal. Mes parents me disent, mais tu peux adopter, qu'est-ce qui t'arrive ? On s'inquiète, évidemment. Ils s'inquiètent, ils disent, mais nous, on veut pas te perdre. Je dis, mais vous inquiétez pas, vous n'allez pas me perdre. C'est au contraire, si je fais la grève, vous allez me perdre. Faites-moi confiance. Et personne m'écoutait. Je dis, mais bordel, j'ai 30 ans, je vais vous signer une décharge, je fais ce que je veux. C'est mon corps, arrêtez de penser pour moi. Et je le sentais au fond de moi. Donc... Et tu as trouvé un médecin qui finalement a accepté... oui, le docteur Boris, il est tout le temps à Villejuif d'ailleurs, à Paris. Ouais. Et chaque fois, moi, il me dit, je suis un phénomène, quoi. Il est heureux. Il a dit, là, t'as vraiment pas fait un chemin qui est pas commun. Mais tu vois, ça, on pourrait se dire que c'est de l'intuition et que tu es très à l'écoute de ton intuition. Oui, c'est la survie, en fin de compte, l'intuition. C'est ça, exactement. C'est la survie. Mais ça, on peut se dire encore, on peut encore ranger ça si on est très rationnel dans le truc. Voilà, c'est l'intuition, c'est la survie. On est un animal, après tout. Mais après, tu as les rêves. Oui. Tu vois, t'as des choses qui t'apparaissent, qui viennent à toi, des idées très précises qui viennent à toi. Très, très violente. C'est toujours violent. C'est toujours pour m'annoncer une mort, une grande catastrophe. Malheureusement, j'ai eu la date exacte pour Johnny Hallyday. J'ai eu la mort du frère de Jean-Pierre, de mon jardinier, alors qu'il était en pleine santé. Il avait 3 enfants en bas âge, ne fumait pas, buvait pas, il était que dans les jardins. Hop, il a fait un AVC du jour au lendemain à la date exacte que j'avais dit. Donc, t'as même des dates. Oui. Parce que pour Jean-Pierre, t'avais reçu une idée qui était, il va pas survivre après. Alors pour Jean-Pierre, c'était, il allait pas passer ses 72 ans. Ouais. Et je voyais un problème tête-cœur. Donc chaque fois qu'il a eu un cancer de la prostate, donc je lui prenais toujours les mains, je dis chérie, il faut qu'on en parle pour aider les autres, hein, parce que tu sais bien que moi j'ai fait un livre sur le cancer, je ne veux pas que ce soit tabou. J'en ai marre de ces journalistes qui disent il est mort d'une longue maladie. Bordel, il faut dire qu'il est mort d'un cancer. C'est pas une maladie honteuse. C'est voilà, il est mort d'un cancer. Et puis le mot cancer ne veut pas dire la mort automatiquement. La preuve, Jean-Pierre, moi j'en ai eu un, je suis vivante. Jean-Pierre, il a eu la prostate, il était vivant. Il a eu au cancer du poumon, il n'est pas mort du cancer des poumons. Je rappelle, tout partout, c'est marqué qu'il est mort du cancer des poumons. Absolument pas. Il est mort, il a fait plusieurs AVC. En tout, il en a fait 13. Et il a fait thrombose sur thrombose. Donc voilà, ça n'a rien à voir parce qu'on a fait un PET scan au mois de janvier en 2022 par rapport à ses poumons. Il n'y avait plus de traces de cancer des poumons. Ça ne veut pas dire que dans 8 mois, 9 mois, il ne pouvait pas refaire une rechute. Ça, je suis d'accord. Mais à ce moment-là, il n'avait plus de cancer du poumon. Donc pour tous les gens qui se sont identifiés
identifié à Jean-Pierre, parce que j'ai dit, Jean-Pierre, il faut que tu parles de ton cancer des poumons. C'est comme pour la prostate. Eh ben oui, pendant un moment, on doit mettre une couche parce que, on a des fuites urinaires et tout. Mais ça passe. Et il faut leur expliquer que ça arrive à n'importe qui. Il faut les aider. Et pour le cancer des poumons, c'est pareil. Je dis, aide les gens, montre que tu vas bien, montre, voilà, il y a des protocoles à faire et tout ça. Il y a des moments très difficiles, très bas. Donc, il me montrait toujours des images positives qui pouvaient aider les autres qui sont malades. Et du jour au lendemain, les gens n'ont pas compris parce que un mois après sa dernière vidéo, d'un seul coup, il est plus là. Et je suis en colère que les médias disent qu'il est mort de son cancer parce que les gens qui se battent contre le cancer des poumons disent ah bon, Monsieur Pernaut, qu'elle est bien, il est mort, je vais mourir aussi. Ah non, pas du tout. Parce que si je me souviens bien ou si j'ai bien lu ou entendu, le médecin il me semble que le médecin il m'a dit dites bien qu'il est mort du cancer. Voilà, ça c'est quand même très particulier. Hystérique là. J'étais hystérique. Et donc selon toi, c'est toujours lié au vaccin parce que c'est un peu ça le. Oui, bien sûr. Ouais. Il y a une grande partie. Après, il y a peut-être d'autres choses, mais la troisième dose. Parce que c'était des thromboses. Thrombose sur thrombose, AVC sur AVC. Donc, on aurait dû l'amputer de ses 4 membres. Il a fait une thrombose aussi, la valve du cœur. Et quand j'expliquais au médecin, la valve du cœur, avant qu'on fasse les rayons et tout ça, il allait très bien à son cœur. Il n'y avait pas de problème à son cœur. Du jour au lendemain, de ce coup, la valve du cœur, elle s'abîme en 2 secondes. Faut arrêter, ça se fait pas ça en 2 secondes. Et donc, je dis, à mon avis, j'ai fait la relation avec le vaccin. Après, je suis pas médecin non plus. Et t'as pas eu envie de creuser un peu Après, il est parti. Oui, j'ai pas envie de. C'est tellement difficile. Ça me servirait à rien. Mais avec Jean-Pierre, parce qu'il attendait. Il attendait à l'hôpital que je lui reprenne les mains. Et je dis, t'inquiète pas, chérie, tu vas ne pas mourir, on va sortir de l'hôpital. Parce que c'est ce que tu lui disais. Chaque fois, pour le cancer des poumons, pour le cancer. Donc après, il me faisait confiance. Et là. T'avais un instinct. Bien sûr, on approchait des 72 ans. On approchait les 72, je voyais qu'il commençait à faire des AVC. Moi, mes flashbacks, c'était cœur, tête. Je dis, waouh, on est mal. Je peux pas lui mentir, j'ai pas le droit. Je vais pas lui dire comme ça, tu vas mourir non plus. Je pouvais pas, j'avais pas le droit non plus, parce que je voulais qu'il continue à se battre. Et puis, je me suis dit, j'ai pas envie de penser à ça, parce que ça peut arriver parce que je le pense, mais en même temps, j'espère, j'ai un espoir que ça change. Pourquoi nous retirer, enfin, nous déchirer tous les deux, enfin, on n'a pas le droit de nous séparer. Enfin, pour moi, je voulais pas qu'on nous sépare. Et à l'hôpital, et à un moment, je me souviens très bien, et j'ai même sa vidéo, quand il m'en parle, il me dit, on est mal là, hein, qu'est-ce qu'on est mal? Je dis, là, c'est compliqué. Oui, c'est vrai que c'est compliqué. Il me fait, qu'est-ce que j'ai été con, j'aurais dû t'écouter. Et parce que je l'ai engueulé quand il a fait sa 3e dose. Je l'ai engueulé. J'ai dit, surtout, ne fais pas cette 3e dose. Il est venu en rentrant, tout content, avec mon père. Oh, j'ai fait la 3e dose. Je m'étais vraiment compte. Alors que toi, tu as fait les 3 doses, tes enfants. Mais moi, j'étais aussi. Obligée. Oui, mais moi, j'étais pas sous traitement. Oui, c'est ça, mais à nouveau, tu avais un instinct très fort qui disait ne fais pas cette 3e dose. Je ne voulais pas, parce que son corps était fragilisé. Donc, on met cette merde. Bien sûr que nous, bien sûr que ça a sauvé des gens. Mais ça, je ne vais pas rentrer dans cette polémique parce que ça va être encore mettre des barrières et ça va être terrible. Mais je sais que je l'avais engueulé. C'est l'instinct, et lui, il m'a dit, mais ça va, moi je fais confiance à la science. Ok. Ce qui est bizarre, c'est que mon père aussi, au même moment, donc il s'est fait piquer en même moment que Jean-Pierre, ils ont été ensemble tous les deux, et il a eu comment on appelle ça? Un truc qui fait très... mince, je l'avais tout à l'heure. j'ai oublié le nom. Ils veulent pas là-haut. C'est un quoi qui fait très mal comme de l'électricité, là. Un caillou, un ulcère, non, un truc un choc. extérieur. Merde, je sais plus comment ça s'appelle. Je l'ai dit tout à l'heure. Je ne sais plus. C'est pas grave, mais bref, il a eu quelque chose. Mon père, qui l'a toujours, qui fait très mal et que aussi dû à la 3e dose en même temps que Jean-Pierre, quoi. J'aurais très envie aussi de te parler de Jean-Pierre, de ta relation avec lui, parce qu'elle a l'air d'être juste sublime et tout le monde rêverait d'avoir une relation comme ça. Mais d'abord, puisque c'est l'objet aussi de ce livre, à nouveau, c'est ce 6e sens. Alors moi, j'avais une question déjà, c'est est-ce que tu n'as jamais voulu, tu vois, en faire vraiment un métier? Quand tu sens que tu as comme ça vraiment une intuition très forte, tu as voulu, toi, à un moment donné, je sais pas, devenir médium, tirer les cartes de façon plus professionnelle, tu vois? Non, pas du tout. Aider les gens, par contre, oui, écrire dans les livres et tout ça, que ça aide les gens, que ça aide à comprendre qu'est-ce qui se passe la vie après la mort, justement. Mon précédent livre, ça racontait justement tout ça, qu'il y avait une histoire qui continuait. Donc, j'ai rencontré plein de gens. C'est vrai que je me plains, moi, parce que j'ai perdu mon mari, mais il faut penser aux gens qui ont perdu leur enfant. Et ça, c'est
1000 fois pire. Je veux dire, perdre un enfant, moi, je sais pas si je serais encore sur Terre, si je perdais mon fils ou ma fille. C'est très violent. Donc, quand vous voyez ces gens qui viennent me voir, qui discutent, voilà, je fais ça, je comprends pas, moi, j'ai pas de signe et tout. Alors, je leur pose quelques questions et je leur dis, bah, voyez, il faut pas faire ça. Est-ce que vous faites ça? De ça, vous le faites mal et tout, faut pas. Et là, je les vois, ils ont un sourire, ils sont bien, ils sont soulagés, ils me prennent dans ses bras, ils pleurent, merci, vous nous avez beaucoup aidés, moi aussi, j'ai des signes, j'avais ça, mais je crois que j'étais folle et tout, mais franchement, vous me rassurez. Et donc, je préfère être là plutôt pour aider les gens, pas en faire mon métier du tout. Non, et puis ça se commande pas, c'est-à-dire que moi, ça me vient d'un coup. Je vais pas chercher, on m'injecte, je vais pas dire, bon, est-ce que demain, je vais avoir un accident de voiture? Non. C'est une information que tu reçois. D'un seul coup, dans la nuit, j'ai le truc, ou voilà, ou un truc qui va pas bien dans la tête. Mais ma sœur, elle est voyante. Ma sœur, elle fait les cartes, elle est voyante, elle est incroyable. Donc il y a quand même un truc un peu... Mon arrière-arrière-grand-mère était... Mon père, il m'avait dit... Oui, parce que mon père m'a dit que mon arrière-arrière-grand-mère, elle voyait des choses et tout le monde se moquait d'elle. Et elle n'osait plus trop en parler parce que, à l'époque, c'est comme Jeanne d'Arc, on avait brûlé les gens, donc c'était pas terrible. Donc, toi, tu sens qu'aujourd'hui, c'est plus accepté, voire glorifié ou valorisé d'avoir comme ça cette intuition, parce que toi aussi, ça fait longtemps que tu les as, et même Jean-Pierre, et même tes enfants, c'était très vite, bon, ça va, avec ton 6e sens. Mon fils, il me prenait pour une folle, bien sûr. Bien sûr, mais maintenant, on en parle de plus en plus. Regardez ce qui se passe avec le EMI. Expérience de mort imminente. On en a parlé avec Didier Van Kovalart ici. Là, on a des preuves. On peut pas faire plus. Il est mort pendant 6 heures et puis il raconte où était sa femme, ce qu'elle faisait, qu'est-ce qu'elle a mangé, enfin tous ces trucs-là. On peut pas les deviner. Alors, soi-disant, c'est dû à des médicaments, mais n'importe quoi. C'est pas des médicaments qui va faire voir qu'on voit votre femme à l'autre bout du monde et que... Non, c'est vrai que les travaux sont très, très... étonnamment rationnel, tu vois. Oui. Quand on en parlait avec Didier, on se disait, mais là, les preuves, c'est presque matériel, quoi. Mais bien sûr, c'est un truc de dingue. Il y a des trucs très, très précis. Exactement ce que le médecin a demandé, je sais pas, un nom d'une scapelle, machin, qui pourrait même pas le deviner lui-même, et qu'il sort, il fait, je sais très bien vos derniers mots, vous avez dit ça, vous disiez machin, après vous disiez plus rien, vous me perdez. Bon, ça encore, vous me perdez, il peut l'inventer, mais bon, tu meurs 6 heures et tu reviens après, je veux dire, c'est quand même très fort. Et justement, aux États-Unis, ils font aussi une expérience, et je sais aussi en France, mais je sais pas dans quel hôpital, où dans une salle d'opération, à chaque coin, ils ont mis une enveloppe fluo avec un mot dedans pour que la personne qui fasse une ennemie voit ces trucs esprit fluo. On espère, on fait une expérience, qu'on espère que quand il revient, qu'il dit le mot qu'il a vu dans l'enveloppe. Aux États-Unis et en France. Ouais. Et toi, je sais que tu te sens encore très proche de Jean-Pierre et que, quoi qu'il arrive, tu le sens près de toi, mais est-ce que tu as déjà reçu des signes concrets aussi forts que dans ce livre? Après, j'y reviendrai. Mais tous les signes qui sont dans ce livre sont réels. Hein. Non. Ah oui, c'est tout ce qui s'est passé, bien évidemment. Moi, j'ai plein de... Puis la télé qui s'allume. Ah oui, je l'ai vu. Moi, j'ai sur mon téléphone. Hein. Ah oui, j'ai toutes les vidéos sur mon téléphone. Alors que t'en avais choisi une autre. Ouais. Ah non, mais tout. Mais ça, je peux. Mais donc, ça t'est arrivé à toi? Ah oui. Puis là, dernièrement, quand j'ai fait pour la Toussaint, je vais chercher. Ça fait la 2e fois, plus une 3e fois en achetant le muguet. Donc, je vais toujours marcher. Jean-Pierre adorait aller au marché. Donc, je vais au marché pour acheter 2 plantes pour mettre au cimetière. Et hop, il y a un mec qui fait de l'accordéon au marché. Il fait Un jour, mon prince. Et c'était notre chanson préférée. J'y retourne après pour le mois de mai pour acheter du muguet. Clac, au moment où je prends le pot, un jour. Excuse-moi, mais si ça, c'est pas merci ma chérie, c'est gentil de penser à moi. Ou alors il me dit tu dépenses trop, arrête de dépenser ton argent. Ça peut être aussi lui. Mais attends, parce que typiquement, alors le signe du papillon, ça, on l'a déjà souvent entendu et ça me semble tout à fait possible. Et puis on sait pas si ça vient de l'au-delà ou pas. Mais par exemple, la télé qui s'allume et qui dit au personnage principal, Angela, parce que c'est une série espagnole et qui dit Angelita, je suis fière de toi. Je suis fière de toi. Ça lui est arrivé avec une copine à 1h du matin. Ouais. Ça, c'est un truc. Et ma fille, elle m'a appelé à 1h du matin et tout. Et parce que, en plus, c'était avant que moi je m'endorme. Je dis, Jean-Pierre, ça serait bien que tu ailles un peu auprès de ta fille parce que je sais qu'elle est pas bien et tout ça et tout. Ça serait bien que tu fasses un signe. C'est bizarre, j'avais parlé juste comme ça avant de m'endormir. Et puis le téléphone sonne, il était plus d'1h du matin. Et il dit, maman, il y a papa qui m'a fait un signe. Je dis, ah bon? Donc tu veux dire quand Jean-Pierre était déjà parti? Ah oui, Jean-Pierre était mort, oui, il était parti. Et puis donc elle était avec sa copine, elle rentrait d'une soirée, je sais pas quoi, et elles prennent un thé toutes les deux, et elles discutent, et d'un seul coup, la télé s'allume, mais c'était pas
pas un truc espagnol, c'était un truc français. Et il dit, je suis fière de toi, ma fille. Et ça s'est éteint. Et là, la copine et ma fille, waouh, mon Dieu, j'ai des frissons. C'est un truc de dingue. Ah oui, oui, vraiment. Ah ouais. Donc ça, c'est vrai. Et tu vois, quand les gens autour, parce qu'à nouveau, c'est quand même vraiment très concret. Ah mais oui, on continue de dire, et d'ailleurs dans le livre aussi, même si c'est un roman, on comprend que c'est inspiré. Bien la sûr. protagoniste a un frère, ils ont tous les deux une vingtaine d'années. Toi, tu as 2 enfants qui Ouais. ont plus ou moins cet âge-là. La mère est une ex-miss, comité de miss, très populaire, soumise au projecteur. Le père est dans la télé. Blue TV. Ça, c'est sûr que c'est... Alors pourquoi Blue? Parce qu'on aimait toujours qu'il soit habillé en bleu. Dès qu'il met une autre cravate, une autre couleur, il avait 50 000 lettres. Pourquoi t'as mis une cravate violette? Je préfère que tu restes en bleu. Donc c'est pour ça que j'ai mis Blue. C'est un petit clin d'œil pour lui aussi. Blue TV. Et alors, dans ce livre, je trouve qu'il y a beaucoup de thématiques qui apparaissent. Après, il y a le fil conducteur qui est... Voilà, la mort des parents. Bien sûr. Finalement, très vite, on se rend compte que c'était peut-être pas un accident de voiture comme ce qu'on a raconté. Et cette Angela reçoit des signes. Alors, est-ce qu'elle suit son intuition? Est-ce qu'elle elle suit les signes? Elle sait pas trop ce qu'elle doit faire. Et puis mais après, enfin, elle a cette force de très vite comprendre, faire confiance en son instinct. Et ça, je crois que toi, tu l'as aussi. Oui. Et ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est que malgré toutes les railleries autour, toi, tu restes vraiment déterminée, radicale dans ta perception de ton don. Bien sûr, j'ai pas à changer. Tu t'es jamais dit que t'étais folle? Ah non, je m'en fous. Je sais ce que je vis et tant mieux pour moi. J'ai beaucoup de chance. En fin de compte, après, je m'en fous ce qu'on peut penser sur moi. Moi, je sais que j'ai aidé énormément de gens et c'est pas que pour les aider, c'est que c'est vraiment réel. C'est pas non plus pour me soulager parce que la pauvre, elle est triste, elle se remet pas. Il faut qu'elle lâche Jean-Pierre. C'est du n'importe quoi. Non, parce que ça fait déjà bien des années que tu ressens tous ces signes. Déjà avant Jean-Pierre, parce que lui, il avait lu mon précédent livre, il avait adoré. Donc c'était marrant. Tiens, tu penses que tout le monde peut parler avec les morts, peut recevoir des signes? Oui, mais bien évidemment. Et souvent, ça arrive aux gens qui perdent quelqu'un de très très cher. Souvent, ça arrive. Tant que t'as pas perdu de quelqu'un de très très cher, tu racontes n'importe quoi. Et puis après, tu t'essayes de te raccrocher à n'importe quoi à ce moment-là. Et puis ce n'importe quoi devient réel. Et en fin de compte, non, c'est quand même bizarre. Au moment où je pose la question, il y a une plume qui apparaît. Qu'est-ce qu'elle fout, cette plume-là, dans une pièce fermée? Il y a une coccinelle qui arrive aussi sur le fauteuil préféré du père ou du fils qui voulait toujours où il était. Pourquoi, au moment où on parle du fils, il y a la coccinelle qui arrive? Il y a beaucoup de coïncidences chaque fois ensemble. Et c'est là que les gens... Et c'est pour ça qu'on est de plus en plus nombreux. Parce que c'est ce qui se passe. Plein de gens décèlent ces choses-là et ils se demandent s'ils sont pas fous ou si c'est réel et donc ils veulent avoir des confirmations. Et moi, je leur confirme que oui. Et donc, moi, ce qui me questionne, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ne reçoivent pas de signes que de personnes qui en reçoivent. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui... Enfin là, mais non, il y a énormément de gens qui reçoivent, moi, avec tous les gens que je reçois. Par exemple, mais parce qu'ils font pas attention. J'ai 4 exemples dans mon entourage qui ont perdu des personnes proches récemment. D'accord, c'est comme mon fils. Mon fils, il n'y croyait pas du tout avant, qui me prenait pour une folle et tout. Je dis, déjà, faudrait que tu prennes ton temps. Il faudrait que tu y crois profondément, que tu arrêtes de t'en moquer. Parce que si tu t'en moques, si tu n'y crois pas du tout, qu'est-ce que tu veux que le défunt fasse? Parce que c'est du travail pour eux. De faire les signes aussi, c'est pas évident, c'est pas comme ça s'apprend aussi. Donc c'est pas évident. Donc quand j'ai tout expliqué à mon fils, c'est ça. Et quand il a eu la preuve aussi avec la télé, quand il a eu la preuve l'année dernière au mois d'août, alors c'est bizarre parce que je m'étais embrouillée avec mon fils, chose très rare que je m'engueulais avec mon fils pour une petite connerie. Et donc je pleurais et je parlais à Jean-Pierre, je dis écoute, mets un coup de pied au cul à ton fils parce que là ça va pas, c'est du n'importe quoi, il faut que tu m'aides. Excuse-moi, mais tu lui parles oralement comme ça? Oui. Moi je parle, après je peux du coq à l'âne et voilà, après je fais ma vie quoi. Mais il y a des moments comme s'il était là quoi. Ouais, comme si, okay. Oui, je sais. Mais pas tous les jours, mais là c'était important, c'était par rapport à mon fils, c'était important parce que ça me touchait énormément. Et parce que mes 2 enfants, c'est la prunelle de mes yeux, comme plein de mamans bien évidemment. Et puis je dis donne-lui un coup de pied au cul, fais quelque chose, qui réagit, qui me téléphone parce que ça fait plus d'1 mois qu'il m'a pas appelé parce qu'on s'est embrouillé et c'est à lui de me rappeler, c'est pas à moi de l'appeler quoi. Et dingue. Peut-être 1 heure après, le téléphone il sonne, c'est mon fils. J'étais contente. Je fais ouais. Et je fais allô. Il fait écoute maman, il m'arrive un truc de dingue dans la chambre, je comprends pas. Il y a ma lampe qui arrête pas de s'allumer, s'éteindre. Je fais panique pas, t'inquiète pas, regarde bien si t'as bien mis la prise, ça bouge pas, resserre bien l'ampoule et éteins le truc. Il fait oui tu crois que j'ai pas fait ça? Bien sûr que j'ai fait ça. Je suis pas idiot. Je suis ok. Il me fait mais c'est quoi? Je fais je sais pas, c'est peut-être ton père qui te fait peut-être un petit signe. C'est bien pour m'appeler peut-être. Ah oui, enfin je t'appelle. Oui, je t'appelle maman. Oui, alors ça va maman?
Oui, et puis alors je dois te dire un autre truc, j'étais tétanisée parce que donc j'ai ma maison et en haut j'ai tout un appartement, j'ai ma meilleure amie qui habite tout là-haut. Et il me dit écoute, j'ai dû appeler Muriel pour qu'elle me constate quelque chose parce que j'étais pas bien et tout, il y a eu un truc bizarre. J'ai dit bon, qu'est-ce qui s'est passé? Muriel aussi, quand elle est descendue de l'appartement, enfin pour venir dans la maison, fait mais Tom, qu'est-ce que t'as fait? Il y a l'odeur de ton père, le parfum de ton père qui est dans tout l'étage, au 2e étage, ça sent le parfum. Qu'est-ce que t'as fait avec sa bouteille? Tu l'as cassée, tu te l'as renversée sur la tête? Et lui, il dit bien non, justement, je voulais que tu me confirmes pour pas que je montre que je suis fou, quoi. Et ça, c'est vraiment comme dans le livre, quoi. Ce parfum très fort. C'est fort. Qu'elle sent de sa mère. Alors moi, c'est un truc de dingue. Que tout le monde ne sent pas d'ailleurs. Non, et puis moi, surtout, je n'ai plus d'odorat. Et que son parfum, je le sens. J'ai perdu l'odorat depuis l'âge de 49, pas de 49 ans, pas 1949. Depuis 49, à 49 ans, j'ai perdu l'odorat, pas du tout par rapport au Covid, c'était après. Donc, je ne sais pas pourquoi, je n'ai plus d'odorat. Et son parfum, je le sens. Quand j'ai des... Ouais. Enfin, j'allais dire, bien sûr que tu penses encore beaucoup à lui, mais je t'entendais dire souvent que le temps n'y fait rien. Non, oui, qu'on me dit avec le temps ça passe, pas du tout, absolument pas. On vit avec, on n'a pas le choix, la douleur est toujours là, ça m'empêche pas de vivre. Je suis très heureuse avec mes enfants, mes chiens, je suis très heureuse dans ce que je fais, je travaille énormément, enfin j'ai besoin de ça, j'ai toujours eu besoin de ça. C'est vrai que je suis un peu partout, je suis à la radio de 6h à 10h, je suis au théâtre en ce moment en tournée Oublie-moi je t'aime avec Laurent Petit-Guillaume, je viens de sortir mon livre, j'ai fait un oracle qui va sortir, mais un oracle pour les défunts, pour aider les défunts sur les questions, qui va sortir en octobre. Wow. J'espère faire une suite parce que j'ai déjà la moitié dans ma tête pour le livre. J'aimerais faire un tome 2, tome 3. Et après, j'aimerais bien, si c'est possible, faire une série pour Netflix, TF1, je ne sais pas. Et que ma fille soit... Enfin voilà, j'ai plein de projets encore. Ah oui, donc tu pensais quand même vachement à ta fille en écrivant Angela. Oui, j'aimerais bien qu'elle ait le premier rôle, même si elle n'a jamais fait de comédie. C'est pas grave, je pourrais la diriger, d'autres personnes pourront la diriger. Et puis elle est tellement instinctive que je suis sûre qu'elle serait excellente. Et puis de toute façon, elle n'aurait pas à jouer puisque c'est son propre rôle. Donc c'est facile à jouer. J'adore. Voilà, tout est bien défini, tout est bien pensé. Il y a une autre thématique qui est très présente dans ce livre et finalement très présente aussi dans tes prises de parole. C'est tout ce qui entoure la célébrité, la popularité, les fake news. Moi, j'entendais des trucs qu'un jour, on a même cru que ton fils était ton amant et qu'un média a placardé ça en une en disant voilà, elle se tape un petit genou après la mort de Jean-Pierre. Mais ça, c'est un truc de malade. Ils sont complètement à la ramasse, quoi. C'est dingue, c'était mon fils. Parce que mon fils, il s'amusait à faire une photo comme ça. Et je sais pas, on a été pris en photo tous les deux. Moi, j'étais à côté de lui et on disait que c'était mon nouvel amant. Donc, on avait l'habitude. Puis avec Jean-Pierre, on en rigolait aussi parce que chaque fois au mois de septembre, après les vacances, à la rentrée, Jean-Pierre, il avait toujours une nouvelle femme. Et donc, on avait même monté un jour un truc ensemble parce qu'avec Karine Le Marchand, on avait passé des vacances et on s'est dit tiens, on va mettre ensemble vous deux je suis sûre que ça va être sa nouvelle femme dans sa vie et on a éclaté de rire. C'est sur la plage, vous dites baladez-vous un tout petit peu ensemble, à deux. voilà, ça n'a pas raté et hop, ils ont inventé qu'ils étaient ensemble. Qu'est-ce qu'on a ri. Donc c'est toujours des conneries. Oui, mais c'est des conneries qui peuvent aller loin parce que par exemple cette bête histoire de tromperie, dont tout le monde sait aujourd'hui que ça n'était pas vrai. Il a fallu du temps avant de savoir. À l'issue de la ferme des célébrités ou quelque chose comme ça. Et ça, quand même, j'ai entendu dire que ça a été vraiment loin, quoi. Ah oui, ça a été violent, ça a été très, très loin. Même on disait à Jean-Pierre de Ster qu'il fallait qu'il se dise rien parce qu'il tenait le trésor. Donc, il fallait pas donc que lui, ça... c'était le petit cocu, Alors, le pauvre, lui, c'est le roi du toi, cocu, moi, la reine des salopes. J'ai dit à un moment, Jean-Pierre, je commençais à bouillir et j'ai dit là, maintenant, stop. J'ai dit, tu vas ouvrir ta bouche, pardon. Tu peux dire ta gueule, c'est un podcast. Des fois, je suis crue, moi. Hein, tu vas ouvrir ta gueule, voilà. Parce que sinon, moi, je prends mes valises et je me barre. Parce qu'il y a un moment, c'est soit TF1 ou soit moi. Mais je suis très reconnaissante avec TF1, mais il y a un moment, stop. Et il m'a dit, t'as raison. Maintenant, je vais l'ouvrir. Et j'ai dit, maintenant que tout est terminé, et parce qu'il me dit, il voulait pas attaquer Jean-Pierre. J'ai dit, je suis désolée. Moi, dès que j'ai fait 3 mois de presse, j'ai fait plus de couverture que la mort du pape. Vous vous rendez compte? Pour cette histoire de tromperie? Ouais. Toujours en placardé, roi du JT, machin. Et alors, on était en vacances avec Jean-Pierre. On longeait la plage les uns derrière l'autre pour récupérer notre maison de vacances. Et donc, il y avait Jean-Pierre, les 2 enfants au milieu et moi derrière. Ils prenaient juste Jean-Pierre et les 2 enfants. Mais où est donc passée Nathalie? Est-ce que tu détestes la presse aujourd'hui? Non, parce que en fin de compte... Mais quand on vit ça, on se dit, vous êtes tous des débiles. Ouais, c'est des enfoirés sur le coup, bien sûr. Mais après, je me dis, malheureusement, tout le monde a besoin... C'est triste, hein.
Tout le monde a besoin de bouffer. Et des fois, ils font ce travail-là. Ça payait bien dans le temps. Oui, mais tu vois, il y en a que j'ai ton chopé, couple j'aurais était- foutu mon poing dans la gueule aussi. Hein. C'est vrai? Ah oui, après, il fallait faire gaffe parce qu'on me dit que ça va se retourner contre moi. J'ai failli aussi un truc ou une histoire où j'aurais pu faire moi de la prison alors que c'est lui qui me prenait en photo. Non. Ah oui. Là, une fois, j'ai aussi failli prendre l'appareil et le foutre à la flotte. C'était en vacances, j'ai vu qu'il prenait... Tant que mes enfants étaient petits, j'étais une lionne. Alors là, je supportais pas. Après qu'on prenne moi et Jean-Pierre... Bon, on est voilà, on sait, Oui, on vous est êtes des public, célébrités. c'est pas grave. Mais les enfants, ils ont rien demandé. Donc là, tant qu'ils étaient petits, tant qu'ils n'avaient pas la parole, tant qu'ils n'étaient pas, majeurs pour parler, j'étais hystérique. Mais j'étais une lionne. Hein. Jean-Pierre restait couché, moi je me levais, on me dit, ouais, il y a un paparazzi là-bas. Oh, je partais en flèche. Oh, mais un truc de dingue. Même il y avait un plagiste qui m'a retenu aussi parce que j'ai failli aussi le taper aussi, un autre. Mais je comprends. Et tu vois, à un moment, après, t'as en envie plus, de te c'était défendre. dingue. C'était un homme avec une femme, avec un bébé, et il avait mis la pellicule dans la couche du bébé. Oh, mais enfin, Mais oui. dit. Ah oui, ça pour va te dire très loin. des trucs de dingue, des trucs de dingue. Donc moi j'ai dit à Jean-Pierre à un moment, j'ai dit écoute, là sur l'affaire du courrier, on va attendre que tout se finisse et après on va tout attaquer. Et il m'a dit mais non, ça va prendre. J'ai dit non. Et j'ai dit c'est pas toi qui es la reine des salopes. J'ai dit c'est moi. Donc moi j'ai envie de montrer mon innocence. C'est terrible parce qu'on dit plus on parle, plus on se justifie, plus on s'enterre. Mais merde, moi non, j'ai envie que ça soit écrit noir sur blanc aux tribunaux, plus loin que le tribunal en plus. Toutes les preuves que moi j'avais aussi, que j'étais avec Jean-Pierre quand soi-disant j'étais pas avec lui, enfin plein de trucs, que soi-disant le baiser, qu'il y avait un baiser qui était faux, on voyait bien qu'il y avait un montage, enfin des trucs de dingue. Moi j'étais très bonne amie avec Ducruet, que j'avais rencontré Donc l'homme Stéphanie. en question, qui était Oui, dans moi, dans pour moi, l'affaire, quoi. il était à la ferme célébrité. C'était quelqu'un qui était sympa, qui avait 2 enfants. Ses enfants ont rencontré les miens. J'ai rencontré Stéphanie de Monaco, que j'ai serré la main. C'est une que je ne savais pas que c'était arrangé quelque part. Pas Stéphanie, mais quelqu'un d'autre avait arrangé le truc parce que la photo s'est vendue à plus de 100 000 € quand je serre la main Mais à Stéphanie. enfin, dit. Tout Mais ça tu a vois, été genre, prévu, tout mais ça, mais je m'en fous là. Il y a tellement plus important. Oui, non, mais c'est ça. Ouais. Mais bon, il n'empêche que ta vie, c'est une vie de célébrité. Donc on peut Ouais. dire, on s'en fout, c'est les paparazzis, mais ça m'intéresse d'avoir ton regard sur cette lumière, tu vois, depuis toujours, puisque tu as fait Miss France, je crois que tu avais 19 ans. Ouais. Donc depuis tes 19 ans, en fait, t'es vraiment Dans la face aux lumière. Français, puis il y a eu les émissions, il y a eu la télé, et bien sûr, ça offre 1000 opportunités, possibilités, ça t'a permis de rencontrer Jean-Pierre, donc Surtout. magnifique. Est-ce que toi, tu t'es déjà dit, c'est tout à fait irrationnel, en fait, ce succès? Pas le tien spécialement, mais tu vois, en règle générale, les célébrités comme ça qui Ça fait peur quand on réveillent voit comme une animosité. quand on voit les Didi, la Ouais, pauvre, bah oui, par les bah, c'est ça. paparazzi. Ouais. Moi, combien de fois j'ai pris le volant, j'ai roulé comme une malade parce qu'il y avait des motos qui me suivaient derrière. Donc, mais en vrai, pour l'enterrement de Jean-Pierre, j'ai été très intelligente parce que j'ai fait croire qu'on faisait enterrer Jean-Pierre à Amiens. Donc, ils sont tous partis à Amiens, vers les cimetières d'Amiens, les plus grands, réputés, connus. Et alors que je l'ai enterré à Louvciennes. Et je voyais tous partir et tout. Et le maire d'Amiens, il me dit... Écoutez, Madame Pernaut, ça fait 3 mois, je n'en peux plus. Tout le monde cherche la tombe de Jean-Pierre. Pouvez me dire où il est? Je fais, c'est normal, ils peuvent toujours chercher à Amiens, parce qu'il n'est pas à Amiens, il est à Louvciennes. Ah, bon, d'accord, et je leur dirai. Donc, comme ça, à l'enterrement, ouais. j'ai été tranquille, je n'ai eu aucun paparazzi. J'ai réussi à figurer. Donc, il faut être plus intelligent qu'eux, en fin de Mais vous compte. vous sentiez libre, toi et Jean-Pierre, d'être? Après, moi, quand les enfants étaient plus grands, franchement, je m'en foutais. Je pouvais dire ce qu'ils voulaient sur Jean-Pierre, sur moi. On avait notre vie, on était heureux. Ouais. C'est pas eux qui allaient nous la gâcher. Bon, c'était un peu plus chiant quand il était malade pour dire que, soi-disant, il y avait plein d'infirmières à la maison qui n'allaient pas bien, qu'il allait mourir. Donc là, ça me gonflait. De nouveau, ça a été compliqué, ça. Assez violent. On me l'a annoncé qu'il était mort alors qu'il n'était pas encore mort. Là, c'est galère, oui. Mais sinon, tout le reste, on s'est retrouvés à tel et tel endroit. Je m'en fous. Oui, c'est ça. Une fois que c'était vous deux, ouais, on vous s'est êtes retrouvés sur la tous les plage. deux, ouais. Et une fois, ça m'a même fait rire parce qu'il y avait Hélène Ségara avec nous en vacances. Et ils ont dit, alors c'était elle qui était allongée sur le transat avec Jean-Pierre. Elle avait un chapeau et ils disaient que c'était moi alors que c'était Hélène Ségara. Ils ont même pas vu que c'était Hélène Ségara. Ah ben voilà. Ça m'a fait très rire. Ouais. Ah non, mais vraiment, moi, ça me rendrait dingue. Bon, après, effectivement, c'est la vie qu'on choisit. Et Oui. alors, j'adore parce que l'image que vous renvoyez, et d'ailleurs, c'est ce qu'on lit dans la presse, les commentaires, les trucs,
c'était toujours un peu la bimbo et le Jean-Pierre Pernaut qui est plus un gentil qu'un méga boss de beauté comme on l'a connu pendant toute sa carrière. Et lui ne jouait pas ce rôle-là. Je pense que c'était un très bel homme, mais tu vois, il jouait vraiment le rôle plutôt de l'ami, du confident JT, protecteur, très proche, très protecteur. Très proche des gens. Et donc tout le monde se disait, c'est impossible que ces deux-là soient retrouvés. Quand on t'entend toi, on entend que vous étiez tellement semblables et proches et complices. Comment tu peux expliquer ça ? Que l'image que vous renvoyez ne soit pas du tout celle que vous viviez à l'intérieur? J'ai jamais compris ça. J'ai jamais compris parce que moi, je suis quelqu'un de simple et Jean-Pierre n'aurait pas pu aller avec une bimbo, il n'aurait pas pu aller... Et comme moi, j'ai toujours essayé de quitter la célébrité. J'ai jamais voulu être Miss France. Je suis partie dans les îles. C'était justement pour oublier tout ça. J'en ai marre, Miss France, 6e dauphine de Miss Monde, ça me gavait. J'avais envie de repartir, faire autre chose, quitter ce milieu-là. Donc, j'ai tout fait pour quitter ce milieu-là. Je suis restée 7 ans dans les îles où j'ai vendu des maillots de bain sur la plage. Je me suis éclatée. T'étais excellente. et j'aimais bien. Et je voulais pas être connue. J'ai jamais voulu être connue. Et quand je suis revenue en France, parce que ma grand-mère était malade, donc j'ai voulu l'accompagner jusqu'à son dernier souffle. Et après, j'ai rencontré Pierre Cosso, et il me dit, écoute, ça serait bien, il cherche un casting pour Sous le Soleil, il cherche un rôle récurrent, un petit rôle récurrent. Je dis, non, moi, j'ai pas du tout envie. J'ai pas envie de rentrer là-dedans du tout. Non. Mais allez, fais-moi plaisir, ça sera sympa. Je suis en tournage avec eux en ce moment et tout. Je fais bon, j'y vais, mais je me suis dit, de toute façon, je vais rater le casting, quoi. Donc, j'y vais vraiment à la couche, je passe le casting. Ça y est, vous êtes prise. Je suis bon et tout. Et donc, j'ai été lancée là-dedans. C'est bizarre, c'est votre vie, de toute façon, elle est tracée. C'est ça, il y a une attraction vous pouvez bouger votre trajectoire, mais vous revenez à ce que vous devez faire. Et qu'est-ce qui te rebutait tellement ? Pourquoi, spontanément, ce milieu Parce qui était que le pour milieu moi, de ta vie ? pour moi, c'était un peu un milieu paillettes, faux. Moi, j'aime bien le naturel, dire ce qu'on pense. Après, maintenant, c'est mieux. Maintenant, les gens, ils parlent plus quand même. C'est plus comme avant. Donc, et puis moi, tu veux dire qu'avant, les stars étaient inaccessibles, oui, et que maintenant, complètement. tu peux être plus proche de. Oui, de maintenant, de toute façon, maintenant, c'est simple. Les stars n'existent plus. C'est plus des stars. Moi, les influenceurs, même si je les adore, parce que j'ai bossé aussi avec eux, j'ai fait de la télé-réalité aussi, donc je m'en cache pas. Moi, je fais ce qui me plaît, ce que j'aime. J'adore jouer. J'ai fait The Power, c'est avec la télé-réalité, avec ma fille. On l'a fait toutes les deux ensemble. Je me suis très bien entendue avec les influenceurs et ce qu'on peut penser, on pense souvent qu'ils sont idiots, mais c'est des gens extrêmement intelligents. Ils ont bien réussi leur vie, donc il faut arrêter de les critiquer aussi. C'est un autre mode de vie qui est très bien, mais après, c'est plus crash directement entre eux, quoi. C'est une autre mode, c'est un autre truc. Mais pourquoi tu dis il n'y a plus de stars alors que justement, ces influenceurs, tu as des millions de personnes, mais chaque fois qu'ils vont, ils ont une apparition, la présentation d'un produit en live, c'est la folie furieuse. Oui, quand ils font des 3 millions, 4 millions, oui, d'accord. Mais tu as plein de petits influenceurs qui se prennent pour des stars et ce sont les pires. Mais bien sûr, ceux qui font 4, 5 millions, comme moi, je suis très amie avec Juju Ficat, son mari, ils sont extraordinaires. Pour moi, ce sont des stars, oui. Mais il y en a de moins en moins. Je veux dire, il nous reste quoi chez nous? Michel Sardou, Jean-Luc Reichmann que j'adore, Nikos Aliagas. Eux, ils ont vécu plein de choses, ils ont vécu plein de... C'est ça une star, il faut avoir vécu des choses. Oui, éprouver des choses aussi, et que le public les suit aussi énormément. Donc toi, t'es une star. Ah non, mon mari, oui, non, moi je... Mais enfin, tu viens de répondre à tous les paramètres. Tu vois, t'as une vie de malade, mais t'es un enseignement pour plein de personnes, il y a plein de gens qui viennent te remercier pour ce que tu fais. Pourquoi t'es pas une star? Ouais, je sais pas. Ouais, ça fait bizarre quand tu non, parce que non, j'ai pas rempli des millions de téléspectateurs en salle. Jean-Pierre, il a fait 7 millions derrière son trésor. Mais chacun est star dans son ouais, domaine. Non, moi, je crois que t'es une star. Oh, t'es mignonne, mais non. Non, mais bon, alors si toi, t'en es pas une, alors effectivement, il y en a plus aucune. Mais si, ce qui reste... mais donc, c'est intéressant parce qu'à la fois, tu repoussais ce milieu et en même temps, ce milieu t'a voulu. Toujours, oui. Voilà. Toujours. Qu'est-ce que tu as découvert, toi, dans la célébrité, la popularité que finalement aussi, plus de naturel que ce que tu pensais? Alors moi, je reste de toute façon du côté naturel. Donc, mais autour de toi?
Heureusement qu'il y a des gens bien quand même aussi. Et puis, oui, il y a des gens extraordinaires. C'est comme dans tout, en fin de compte. Hein. Que tu sois infirmière, il y a des potins et ça se tue entre eux. Mais c'est dans tous les métiers. Les avocats, à la boulangerie. Même à la boulangerie, j'ai entendu des histoires, enfin des trucs de dingue. Mais tout partout, il y a des histoires de toute façon. Donc, qu'on soit dans ce milieu ou dans un autre milieu, c'est toujours pareil. Quoi. Mais moi, j'ai la chance de faire le métier que j'aime. C'est ça qui Et c'est quoi ton métier? Parce que tu fais moi, j'aime bien faire plein de choses, justement. Et c'est ça qui est difficile et il y a aux États-Unis, c'est accepté partout d'avoir plein de casquettes. Ah ouais. Moi, c'est clair qu'en montrant plein de casquettes, elle veut se montrer. Voilà, elle sait pas quoi faire, pour encore parler de son mari, elle se sert de son mari pour vendre des livres. Mais je m'en fous, qu'ils disent ce qu'ils veulent. Moi, je vais faire du bien aux gens, j'espère que l'intrigue va être géniale, que les livres vont cartonner. Et voilà, moi, ce qui me plaît, c'est ce que j'ai fait, ce que j'avais envie de faire. Donc là, je suis sur scène aussi, j'adore faire rire les gens, donc moi, c'est du comique. J'ai jamais pris de cours de théâtre, j'ai toujours été à l'aveugle. Après, j'ai écrit des pièces de théâtre avec Jean-Pierre, on en a écrit 2, une qui a cartonné pendant 7 ans. Oui. Donc faire 7 ans une pièce de théâtre, c'est énorme. Et puis là, chaque fois on me demande pour des comédies parce que moi j'aime faire rire les gens. Je peux pas faire du Molière, tout ça, c'est pas pour moi. je m'emmerderai. Voilà, moi j'ai besoin de faire rire les gens. Je suis contente quand j'ai après rencontré ces gens parce que moi c'est clair qu'une fois que j'ai quitté la scène, je vais voir les gens, je vais faire des selfies, je leur signe des autographes, je prends du temps avec eux. Et c'est des gens adorables parce que déjà ils se déplacent pour venir vous voir, donc c'est qu'ils vous aiment bien déjà. Et il y avait un couple de vieux trop mignons qui me dit, vous savez, mon mari pour mon anniversaire, il a économisé pendant 1 année pour que je puisse venir vous voir. J'avais envie de la rembourser. Là, quoi. J'avais envie, c'est ça. tu vois, c'est adorable. c'est clair que tu veux prendre du temps avec ces gens-là. Parce que t'en as, je sais, qui jouent, ils se barrent et ils en ont rien à foutre, ils vont à l'hôtel. Non, toi, t'aimes le rapport humain. Ah, ben évidemment, c'est important. C'est important. Oui, mais d'ailleurs, tu es une des rares qui ne demande pas beaucoup d'informations sur l'échange et sur le podcast. Tu vois, mais je déteste, moi, j'y vais, c'est beaucoup plus naturel. Et tu penses que ça te vient d'où, cette sorte d'imperméabilité aux mauvaises énergies? C'est un peu ça, en fait. Hein. C'est mes anges qui m'aident beaucoup. Moi, Jean-Pierre qui continue à m'aider aussi. Puis après, je plante. C'est pas grave, c'est pas la mort. Hein. Moi, ce qui a été de pire, c'est là, quand j'ai perdu ma grand-mère, quand j'ai perdu Jean-Pierre. Il y a rien de pire maintenant qui peut m'arriver. Bien sûr, mes enfants. La maladie très tôt. J'ai failli mourir avec un caïman. J'ai eu un accident très grave. Un caïman, ça, j'avais jamais entendu. Pendant mon année de Miss France. Donc, Madame de Fontenay, elle voulait toujours qu'on aille. C'était en Guyane. Et on allait dans un parc, un zoo, et il fallait toujours avoir la belle robe avec les talons aiguilles. Donc j'arrive dans ce parc où il y avait plein de boue parce qu'il y avait bien plu la veille. Donc déjà en marchant avec des talons, c'était pas pratique. Et puis voilà, bonjour Miss France, parce qu'à l'époque on disait toujours Miss France. Maintenant ce qui est bien, on dit soit Nathalie Marquet, on dit le prénom. Mais à l'époque c'était Miss France. Ah, oui. Et voilà, c'est moins bien. Et il me fait, voilà, on va faire un spectacle, vous êtes venus, on va faire un spectacle, on va donner 1 fois par semaine, on donnait un poulet à donner à manger aux crocodiles. Donc vous allez venir avec moi dans le parc, vous inquiétez pas, je suis habituée, mes crocodiles me connaissent, enfin voilà. Ouais. Donc je rentre avec lui dans le parc, moi garçon manqué, mais avec mes talons j'avais oui, c'est vrai qu'on n'a pas encore dit que t'étais garçon manqué avant Miss France. Et moi j'avais l'air con avec ces talons qui s'enfonçaient dans la bouche, je fais, oh là là, j'ai l'air ridicule et tout, mais bon, c'est pas grave, je représente la France, il faut que je garde ces talons. Mais dans la boue, c'était pas terrible. Et donc, je marche à côté des caïmans, il y en avait partout et tout. Je dis, ils vont pas bouger. Il dit, non, vous inquiétez pas. Il faut savoir que ça marche très vite, hein, ça court. Hein. Ça court plus vite que vous, hein, un caïman. Hein. Donc, j'étais insouciante. J'avais 20 ans, j'étais insouciante. Et puis, on monte sur une grosse butte et il y avait une mare. Et sur cette grosse butte, en bas, il y avait un nid. Il y avait les œufs du caïman. Et donc, le monsieur, il prend le bâton, fait du spectacle, il tape, et le caïman, il ouvre la gueule, content. Alors, les gens, ouais, on était vraiment cons à l'époque, parce que pauvre bête, franchement, pauvre bête. Moi, tu vois, même moi, je n'y pensais pas. Plus, hein. Mais heureusement, tu vois, quand j'étais jeune, j'y pensais même pas. Mais c'est horrible ce qu'on a fait. Et tant mieux, c'est bien fait pour ma gueule, alors en fin de compte. Et en fin de compte, donc, voilà, je dis, moi, je vais essayer. Donc, je prends le bâton, et je tape aussi sur le truc, sauf que le caïman chope les bâtons. Et donc, je perds l'équilibre sur la butte avec mes talons aigus. C'est pour ça que j'ai dit c'est important. Je pars comme ça en avant.
Et le mec, il me rattrape juste là. Donc, j'ai bien vu sa gueule, machin. Mais bien vu ses dents. J'ai cru que j'allais me faire dessus. Et il m'a repoussé comme ça. Mais j'avais une magnifique photo, malheureusement, que je n'ai plus parce que j'ai beaucoup vécu donc, aux Antilles. J'ai vécu beaucoup de cyclones où mes toitures étaient arrachées. J'étais dans l'eau jusque-là. Mon chat sur le bidet, enfin, le truc. L'horreur. Voilà, je suis une rescapée. S'il n'avait pas été là... parce que moi, j'avais entendu l'histoire de l'hélicoptère ou de l'avion. Ah oui, non. Quelle horreur, mon Dieu. Oui, 2 avions aussi qui ont failli s'écraser aussi. Oui. Enfin, il y en a un qui s'est écrasé et l'autre aussi, pas qui a failli, mais j'aurais dû monter dans ces 2 avions-là. Oui, c'est ça. Et ma bonne étoile qui n'a pas voulu que je monte. Vraiment, et la leucémie, on t'avait dit 1 mois... Pas plus. Il y a vraiment... D'accident de voiture, je venais d'acheter une voiture là-bas aux Antilles et tout était en occasion, mais je venais de l'acheter et tout. Je vais prendre un bain de minuit avec mon petit copain de l'époque et tout ça. Et puis bien sûr, quand tu vas prendre un bain de minuit, tu mets juste un petit pareo, t'as rien en dessous, quoi. Voilà, c'est logique, hein, t'es jeune et tout, allez, il fait beau, t'es en Martinique, ouais. Puis tu vas sur les sources chaudes, tu vois, donc c'était romantique, tout ça, c'était mignon. Après, je reprends la voiture, on rentre. Et en rentrant, c'était que dans la montagne. Et je vois que les freins ont lâché. Au moment où il y a le premier virage, ma pédale, elle n'allait plus. Donc, comme je suis fille de garagiste, je me suis dit, je vais pomper sur la pédale de frein. On sait jamais, ça peut être une bulle d'air. Donc, le truc, ça vient pas. Je dis, fais attention, je prends le frein à main à mon petit copain d'époque. Parce que non, j'avais l'impression que comme j'ai fait de la course automobile, je dis à mon collègue. Donc, je prends le frein à main et j'avais plus de frein à main. J'ai dit, ah merde, là, on est mal. J'ai dit, attends, je vois le compteur, ça monte à 100. J'ai dit, écoute, j'ai trop peur de tuer quelqu'un d'autre en face, on ne sait jamais, ça peut être une famille, ça peut être n'importe qui. J'ai dit, tiens-toi bien, mets ta ceinture. Je ne m'ai pas pensé, moi, à mettre ma ceinture. Je dis à l'autre, mets ta ceinture. J'ai dit, à 3, je rentre. J'avais soit le vide, ou soit il y avait des rochers, des maisons en hauteur avec comment ça s'appelle, des garages. Et je dis, je compte à 3, je m'en fous, mais je vais pas vers le vide, mais j'ai de l'autre côté. Il me fait, mais t'es folle. Je dis, non, allez, 1, 2, 3. Et je suis rentrée dans tout un garage. J'ai défoncé la voiture du mec à l'intérieur où je me suis fait engueuler, j'entendais. Et ça faisait 3 mois qu'il réparait sa voiture, le pauvre. Mais moi, donc, mes 2 jambes ont été coincées comme ça dans le volant et tout mon corps a été projeté par la fenêtre. Je suis passée tout le pare-brise, j'avais des morceaux de verre partout dans la bouche, machin et tout. Lui, il avait juste lui comme si il était là. Il avait une petite cicatrice. Ça a été là-bas dans les journaux partout. Ils en ont parlé. La voiture, un cube. La voiture, franchement, on voit la voiture, on dit les 2, ils sont morts, quoi. Et rescapé, et donc les ambulances sont venues, on pensait que j'allais être paralysée parce que j'avais un truc de pété là en bas, et en fin de compte j'avais qu'une double fracture. Alors attends, c'est comique parce que j'avais très mal, j'étais un peu gonflée, et il me dit non, c'est bon, vous avez rien et tout. C'était en Martinique, donc c'était en Guadeloupe, donc je pars là, et puis mon petit ami vient me chercher et tout, et là dans la voiture je fais oh là, ça fait mal, les douleurs, et puis d'un coup il prend une grosse bosse et je dis il faut qu'on retourne. Je dis c'est pas possible, il faut qu'on retourne à l'hôpital, j'ai trop mal. Ah, oui, vous avez une double fracture. Oh mon Dieu. J'adorais. Je fais, oui, ça me faisait penser Les Inconnus. Pardon, on n'avait pas vu, désolé. Ça. Et oui, une double fracture. Ouais. Tu m'étonnes que j'avais mal. Il y a un sujet que j'avais envie d'aborder avec toi, désolé, rien à voir, mais comme ça, je suis sûre de l'aborder. Tu dis beaucoup que tu as été un garçon manqué avant. Et aujourd'hui, on te rend compte, t'es hyper féminine, t'es très jolie. Non pas qu'un garçon manqué ne puisse pas être joli, mais voilà, on sent que tu prends soin de toi, etc. Oui. Et tu dis qu'avant Miss France, vraiment jamais tu aurais fait même du maquillage. Même ma mère, elle m'a dit pour me présenter, de toute façon, tu ne risques pas de gagner. Et donc, qu'est-ce que ça a changé pour toi, Miss France ? T'as découvert comme ça un monde de féminité qui t'a plu ? Ah oui, complètement. Je dis, en fin de compte, c'est mignon, toutes ces belles robes et tout. Moi, je connaissais pas. Madame de Fontenay m'a beaucoup mis en confiance. Et puis, surtout que les Français avaient voté pour moi. C'était la première élection qui a été diffusée sur France 3. À l'époque, c'était pas encore TF1. Et donc, j'avais un devoir par rapport à eux. Et tout de suite, je me suis rangée la fille qui était grande gueule, garçon manqué et tout. Là, je me suis dit, non, il faudrait peut-être mettre une autre image, que je m'assagie et que je fasse honneur à tous ces Français qui ont voté, surtout aux Alsaciens qui étaient très chauvins, parce que c'est vrai que ma première dauphine, c'était une bombe atomique. Mais pour moi, c'était elle qui devait être élue. Elle était vraiment bonne. La pauvre, elle représentait la Réunion et il n'y avait pas encore beaucoup de gens qui pouvaient voter à ce moment-là. Donc, on avait 3000 voix, je sais exactement.
le monde avait 3000 voix de différence. Mais s'ils avaient pu tous bien voter, je pense qu'elle passait largement devant. Donc même quand je suis sur le plateau, je suis désolée. Oui, bah, c'est moi, je suis désolée d'être là, je suis désolée d'exister. Tu vois, je comprenais pas. Et puis après, t'es vite dans le truc, on te présente des robes, y a les maquilleurs qui viennent. Je dis, bah, c'est joli le maquillage comme ça. Mais t'avais l'impression de créer une nouvelle personnalité ou t'as juste trouvé dans ta personnalité un autre toi? Oui, un autre moi, mais qui était dans le confort quand même. Sinon, j'aurais pas accepté. Et ça me plaisait. C'est vrai que j'ai commencé, quand on a commencé à me maquiller, parce que moi, je savais pas me maquiller. Je vois, c'est joli, j'aimerais bien savoir comment faire ça. Donc, j'ai mis du temps à savoir comment faire les yeux, les machins et tout. Et je dis, ah bah, ça change tout. Ah ouais, c'est sympa, c'est mieux. Ah bah oui, pour être Miss France, c'est quand même mieux que sans maquillage. donc, ouais, après, tu apprends à aimer. Après, on te dit que t'es jolie. Enfin voilà, c'était rigolo. C'était une nouveauté dans ta vie, quoi. Découvrir, du garçon manqué à la bombe. Bah, c'est ce que les gens disaient, mais bon, moi, quand je me vois sur les photos à Miss France, je pars en courant, hein, parce que avec les cheveux à la Kim Wilde, c'était horrible. Mais c'était la mode de l'époque. Mais quand je vois ces photos, j'explose de rire, quoi. Mais c'est quoi ton rapport aujourd'hui, justement, un peu à la beauté, aux impératifs, tu vois, au regard des autres et tout? Comment tu trouves que ça a évolué déjà au fil des ans? Bah, les gens ils critiquent énormément, hein. On est vite critiqué, donc moi je pense qu'il faut être bien dans sa peau, quoi. C'est tout, ne pas écouter ce que les autres disent, et être bien dans sa peau. Et tu vois, ma fille elle est un peu forte et elle est très bien dans sa peau et elle est super jolie, quoi. Elle est magnifique, ma fille. Donc les gens sont méchants quand même. Actuellement les gens sont très méchants, très critiques. Plus aujourd'hui qu'avant? Ah oui, encore plus par rapport c'est les réseaux. C'est les réseaux, ils sont violents. Bien sûr, avant on pouvait pas te détruire en faisant juste un petit texte sur un réseau. Maintenant ça peut détruire les personnes. Ouais, et d'ailleurs ça dans le livre, pour revenir quand même au livre, Angela, ce qu'elle reçoit comme message, bon c'est les messages que toi tu as reçus, hein, oui. Quand on lui dit voilà, on aurait préféré que tu fais le buzz sur la mort de tes parents, enfin c'est odieux, et qu'on aurait préféré que ce soit elle qui soit dans la tombe et pas ton père. Ça on t'a dit? Ah oui, on lui a dit, ma fille. Ah oui, plusieurs fois même. Ah, ça, c'est violent, ça. On aurait préféré que c'est toi qui crèves. Pourquoi c'est pas toi qui crèves? Ton père, il a honte de toi. Tu représentes même pas la famille Pernot. Enfin, des trucs déments. Des trucs horribles. Elle a rien fait, la pauvre. Pourquoi C'est vrai qu'il y avait toujours un peu cette idée que Jean-Pierre était l'illustration de la perfection française. C'est sûr, donc c'est compliqué d'être ses enfants. Blablabla. Et alors, vous, c'était la télé-réalité, l'influence, plutôt on est dans les émissions, etc. Ce qui, en fait, est tout aussi bien, mais je sais pas pourquoi il y avait toujours ce contraste entre les deux. Comment, toi, tu répondais à ça, déjà, tu vois Ben, moi, je répondais pas. Je disais qu'on était heureux, c'est tout. On était bien, comme on se complétait bien tous les deux. Lui, ça lui faisait ouvrir sur d'autres horizons, qu'il aimait bien. Il confirmait ce que je faisais. Il aimait bien, il était fier. Bon, l'essentiel, c'est que mon mari soit fier de moi. Comme lui, c'est important. Des fois, je disais, bah, tu sais, là, ce que tu as dit à l'antenne, au 13h, j'ai pas trop aimé, c'était dommage. Ou voilà, là, c'était génial. Alors, quand tu as ouvert ta gueule, chérie, j'ai adoré. Parce que oui, il faut aider les Français, il faut arrêter de nous prendre pour des couillons. Voilà, donc... et puis, on l'aimait justement pour son franc-parler. J'adorais. Et on était pareil, en fin de compte, Jean-Pierre et moi. On aimait bien rester entre familles, pas besoin d'aller dans les paillettes. Après, on était, bien sûr, obligés de sortir. Mais nous deux, on se suffisait, quoi. Et on avait une entière confiance. Donc, il n'y avait pas de jalousie entre nous. Lui faisait sa carrière, je faisais ma carrière. Moi, je sais qu'il savait très bien que même s'il n'était pas d'accord sur un truc, que je le faisais quand même. Donc, je suis assez têtue. Donc, Et en règle générale, il adoubait, entre guillemets, un peu. Parce que je ne veux pas dire il acceptait, c'est pas à lui de décider, mais non. Voilà, il adoubait tous les projets que tu pouvais avoir, parce qu'effectivement, la télé-réalité, quand on est le grand journaliste intellectuel, c'était pas lui que ça dérangeait, c'était TF1 que ça dérangeait. C'est surtout TF1. Donc, faire attention, parce que c'est l'homme qui faisait toutes les sommes d'argent pour tout le monde, quoi. Donc, c'était la première audience de tout, à l'époque. Donc, il fallait pas salir l'image du 13h, donc c'était compliqué. Donc, pour moi, ça a été... on peut penser, ouais, elle se met avec Jean-Pierre Pernaut parce qu'elle veut se faire une carrière, mais pas du tout, parce que le jour où j'étais avec Jean-Pierre... Mais ça a été compliqué pour moi. Avant, j'étais à Sous le Soleil, ça a été retiré. Après, j'avais fait d'autres trucs, ça a été retiré. Tout m'était retiré.
Donc, parce que conflit d'intérêt ou image oui, pas parce que, suffisamment attention, lisse, on peut pas me mettre dans une série où je vais embrasser un homme parce que je vais tromper Jean-Pierre Pernaut. Ou voilà, ça va pas aller à l'image avec Jean-Pierre. Donc, je sais que pour la ferme célébrité, je me suis bagarrée pour faire la ferme célébrité parce qu'ils ne voulaient pas. J'ai été tapée au bureau du je sais plus comment il s'appelait. Ah mince, j'ai oublié son nom. le producteur de l'époque, Oui, j'imagine, pour cette émission-là. J'ai dit, écoutez-moi bien, moi, je suis vraiment une des seules candidates où je suis vraiment légitime parce que je suis passée par le cancer et moi, je sais qu'il me faut une machine pour récolter de l'argent pour une machine pour les enfants malades. Donc, je suis légitime. Je veux que vous me preniez dans votre émission. Je ne vois pas pourquoi je vais ternir l'image de Jean-Pierre. Malheureusement, il s'est passé l'histoire de Cruet. Mais la fameuse affaire de fausse tromperie. Mais j'ai réussi à rentrer dans... Mais avant, on ne voulait pas. Ah, ok. Et ça c'est a toujours été intéressant parce que, alors compliqué. ça, c'est une question que je pose d'habitude en premier, mais là, le 6e sens, c'était... pour le début, je voulais absolument la poser. Sur les a priori, puisque le podcast s'appelle A priori. D'abord, est-ce qu'il y a des a priori dont tu as été sujette qui t'ont vraiment blessée tout au long de ta vie? Ou à un moment de ta vie, même avant Jean-Pierre, après Jean-Pierre, pendant Jean-Pierre? Ouais, des fois, ça a peut-être duré juste une semaine ou deux, où on me dit que, voilà, je suis avec Jean-Pierre pour son argent. Déjà, il venait d'avoir son papier de divorce et quand je suis rentrée, il avait liquidé toutes ses maisons, tous ses appartements et tout ça. Il était dans un nouvel appartement, il était vide. Quand vous êtes rencontrés? Quand on est rencontrés, dans un appartement vide, il y avait juste un lit, donc voilà. Mais voilà, oui, il a 17 ans, donc on disait La Belle et la Bête. Donc 17 ans d'écart. Oui, pardon, des différences d'âge, donc on disait c'est La Belle et la Bête. Oh. Enfin, n'importe quoi. Après, on disait le roi JT, la reine, voilà. Bon, ça, c'était pas trop méchant. C'est quoi le roi du JT, la reine de... Et la reine, la de Miss la France, télé-réalité. quoi, Ah oui, c'est ça, la reine de voilà. beauté. Ouais. Et puis, oui, de toute façon, ça tiendra pas. Il va ouvrir ses yeux. C'est qu'une pute. Enfin, des trucs. Ah non, mais c'est des trucs violents, bien sûr. Vous verrez, elle va vite partir. Il va ouvrir ses yeux. Il est aveugle. Et donc, on a vécu 22 ans ensemble, quoi. Ouais. Donc, et ça aurait pu durer encore longtemps. Oui, bien sûr. Là, ça continue même après la mort. Oui, c'est ça. Donc voilà, après, ça, peut-être qu'un jour, je rencontrerai quelqu'un, je n'en sais rien. Ce n'est pas du tout dans ma... Enfin, c'est pas du tout dans mon... Comment dire, dans les projets. Dans mes projets, dans mais envies, si ça doit arriver, c'est lui qui me l'enverra. Il t'a pas déjà envoyé un signe pour te dire ça va arriver Non, mais c'est marrant, c'est parce que mes enfants, ils n'arrêtent pas de me dire t'inquiète pas, maman, mais il faudrait que tu penses à toi. Si ça devait t'arriver, nous, on est d'accord. Et je dis non, mais d'abord, si ça m'arrivait, vous serez déjà les premiers à être prévenus. Et puis, je crois que je ferai vite un truc sur mes réseaux pour pas qu'on invente n'importe quoi. C'est ça, tu devanceras. Voilà, t'enverras une photo à je tous les magazines. Je fais ce que je veux et vous n'allez pas diriger ma vie. Oui, et en même temps, c'est vrai que quand on t'entend, on se rend compte que c'était un couple tellement accompli et tellement complet que, bon, on comprend que c'est difficile de trouver, on va pas dire l'équivalent, mais voilà, d'être bien avec quelqu'un d'autre, quoi. Oui, enfin là, pour l'instant, je me vois pas, quoi. Mais donc, sur les a priori, donc là, ta réponse très spontanée, c'est vraiment sur cette période de ta vie, quoi. La rencontre avec Jean-Pierre, qui est la plus belle, mais en même temps la plus violente. Par rapport et puis aux même autres. quand j'étais enceinte, je suis tombée très vite enceinte. Et 2-3 mois plus tard. On s'est rencontrés le 8 décembre 2001 et on s'est fiancés le 22 février. Et d'ailleurs, le 22 février aussi, c'était une année où ça a été son premier JT. Et donc, c'est son premier JT et nos fiançailles. Et juste un mois après nos fiançailles, j'étais enceinte. Et j'ai fait les marches, le festival de Cannes. Et bien sûr, tout le monde a révélé que j'étais enceinte. Mes parents, ils n'étaient même pas au courant encore. Et tout ça parce que j'avais laissé un livre... comment devenir maman, tout ça. Et il y a quelqu'un qui a parlé et ils ont balancé ça, quoi. Donc, j'ai une belle photo avec Jean-Pierre sur les marches du festival. C'est la première fois que Jean-Pierre est monté les marches, et moi aussi. Et là, j'étais enceinte de ma fille, quoi. Donc, c'est chouette. Et donc, les a priori t'ont plus jamais dérangé? C'était juste sur cette période franchement, on pouvait me dire ce qu'on voulait. Je m'en fous, j'étais bien. Donc, j'avais cette chance. J'ai eu une chance incroyable dans ma vie, c'est de l'avoir rencontré, quoi. Bien sûr, maintenant, c'est compliqué et qu'il n'est plus là, mais merci de m'avoir donné ces 22 années, quoi. J'ai eu énormément de chance. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette chance-là. Moi, j'ai rencontré le vrai amour,
Enfin, pour moi, pour l'instant, c'est le seul et l'unique. Après, voilà, je ne sais pas ce que la vie me réserve. Est-ce que je vais vivre encore jusqu'à 100 ans? Est-ce que je vais partir dans 5 ans? J'en sais rien. Donc, t'as jamais eu d'intuition là-dessus? Pas Puisque t'en as encore, eu non. pour Je pense Jean-Pierre. parce que je me mets peut-être encore des barrières, que je pense trop au travail et à mes enfants. Je pense que si je lâcherais un peu plus les enfants, façon de parler, lâcher, parce qu'on les lâche jamais. Mais si je me lâchais plus un peu, moins penser au travail, peut-être que oui. Qu'un signe viendrait? Peut-être, oui. Ouais, ok. Là, je laisse pas... Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour que on puisse recevoir les informations qui nous viennent d'un ailleurs? Alors, il faut penser à rien, se laisser aller, penser à rien, ne pas être matérialiste, surtout. C'est ça qui nous empêche de voir les choses. Et poser des questions, oser poser des questions et attendre la réponse. Normalement, dans la journée, vous l'avez. Moi, ça va très vite, mais il faut observer. Ça peut être une petite plume, ça peut être dans un livre. Vous ouvrez un livre, vous avez la phrase qui est dans le livre, ou alors écouter à la radio à ce moment-là, ou à la télévision, parce qu'il va dire une phrase que votre mari disait. Mais il faut être hyper attentif. Regardez, hier, on me ramène à l'hôtel. Je suis, ah non, mais c'est dingue. Je parle de Ghost et juste en face, c'est marqué Ghost. Je regardais mon attaché de presse et j'ai dit, regarde ce qui est marqué. Enfin, non, mais c'est dingue, Ghost. Et ça me suit, ça veut dire qu'il est avec moi, Jean-Pierre, qui m'accompagne, qui me soutient. Oh, j'aurais C'est un envie d'en truc de parler dingue. des heures avec toi, mais tu es attendu pour un journal télévisé. Ah mince, j'avais pas le 13h en plus. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Nathalie, d'avoir été avec nous. Merci pour ce livre, Méfiez-vous des morts, Et à lire oui. impérativement, qui parle beaucoup de toi aussi, qui dit Bien beaucoup de sûr. choses de toi et de notre contact avec un ailleurs. Et bon, je vais poser quelques questions, moi, aujourd'hui. Et je vais essayer de recevoir des réponses. Merci, Nathalie. À très bientôt. Merci, avec grand plaisir. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous suivre sur toutes les plateformes audio et vidéo et puis à activer la notification sur YouTube. Si vous n'avez rien suivi de ce que je viens de dire, tout est écrit dans la description de la vidéo. À très vite.